Elle me demanda, quand as-tu commencé à prendre tes distances? Je répondis calmement, quand j'ai réalisé que tu ne resterais pas. Puis son visage changea lorsque les mots finirent par porter. Le verre de vin glissa de sa main, le liquide rouge se répandant sur ma table basse. Nathalie me regardait depuis le canapé, le visage figé entre la reconnaissance et l'incrédulité. « Qu'est-ce que tu viens de dire » murmura-t-elle. Je regardais le vin s'infiltrer dans le grain du bois. « Quand as-tu commencé à prendre tes distances » avait-elle demandé, la voix tremblante, comme si les 6 derniers mois n'avaient pas été une leçon magistrale de distance calculée. Je l'avais regardée sereinement. « Quand j'ai réalisé que tu ne resterais pas. » Maintenant, elle restait assise là à regarder ses mots exploser. Sa bouche s'ouvrit, puis se ferma, le sang quittant son visage. « Je ne comprends pas ce que tu veux dire » parvint-elle à dire. La femme qui planifiait son départ depuis 18 mois ne pouvait pas comprendre un français simple. La femme qui avait secrètement accepté une bourse de recherche de 2 ans à Montréal tout en me laissant croire que nous construisions une vie ensemble était confuse. « Montréal » dis-je. Elle devint complètement livide. En regardant en arrière, je peux voir les signes que j'ai manqués. Mais quand quelqu'un construit lentement une réalité alternative autour de vous, vous ne le remarquez pas avant qu'il ne soit presque trop tard. Nous nous sommes rencontrés il y a 4 ans à une soirée de l'école polytechnique. Je recrutais pour Technova Robotique. Elle terminait son master en urbanisme, toute d'ambition et d'éclat. Nous avons parlé pendant 3 heures ce soir-là. Elle m'a fait rire, a remis en question mes certitudes. 6 mois plus tard, nous étions officiellement ensemble. À la 2e année, nous parlions d'acheter une maison, d'avenir, du moins c'est ce que je pensais. Les changements ont commencé il y a 18 mois, en mars 2023. Elle est devenue protectrice envers son ordinateur portable, prenait des appels dans d'autres pièces. Quand j'ai suggéré de regarder des maisons, elle a détourné la conversation. Attendons que je sois plus avancé dans mon doctorat. Rien ne sert de se presser. Cela semblait logique. Je n'ai pas insisté. À l'automne 2023, les dérobades sont devenues fréquentes. Je mentionnais les plans de l'année suivante. Elles restaient vagues. Voyons comment les choses évoluent. Des amis se sont fiancés. Elle restait silencieuse, changeait de sujet. Septembre 2023. Chez mon ami Jérémy. Sa petite amie s'était installée chez lui. Il parlait de fiançailles. Quelqu'un a posé des questions sur nous. Nous étions ensemble depuis 3 ans. Le sourire de Nathalie était crispé. Nous nous concentrons sur nos carrières en ce moment. Pas besoin de se précipiter. J'ai acquiescé, mais son ton m'a dérangé. Ce n'était pas une dérobade décontractée. C'était définitif. Soulagé. En rentrant en voiture. Est-ce que tout va bien entre nous? Bien sûr. Pourquoi en serait-il autrement? Tu semblais mal à l'aise quand ils ont posé des questions sur nous. Je pense simplement que notre calendrier ne regarde personne d'autre. Mais nous avons parlé d'un calendrier, n'est-ce pas? Nous sommes sur la même longueur d'onde. Elle me serra la main. Olivier, je suis avec toi. C'est ce qui compte. Pouvons-nous ne pas suranalyser? J'ai laissé tomber parce que je voulais la croire. Décembre 2023, la fête de fin d'année de son programme de doctorat à Versailles. Je suis arrivé tard du travail. J'ai trouvé Nathalie dans la cuisine avec d'autres doctorants et je me suis posté devant la porte, inaperçu. Le truc avec Olivier, c'est qu'il est tellement parisien, disait-elle. Il est génial, mais il ne quittera jamais cette ville. Sa famille est à Lyon, son travail est ici, toute sa vie est ici. Est-ce un problème? Demanda quelqu'un. Un rire léger, dédaigneux. C'est juste la réalité. Certaines personnes sont des sédentaires. J'ai toujours été plutôt nomade. J'ai besoin de voir le monde, de construire une carrière internationale. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour vous deux? Demanda Rachel, sa meilleure amie. Je ne sais pas encore. Je suppose que je le saurai quand il le faudra. Je me tenais là, une bière à la main, en train de digérer l'information. Elle disait à ses amis que notre relation avait une date d'expiration, que j'étais trop enraciné pour ses ambitions internationales, qu'elle planifiait quelque chose qu'elle ne m'avait pas dit. Je suis entré comme si je n'avais rien entendu, j'ai souri, j'ai discuté de tout et de rien,
et j'ai observé son visage. Elle fut momentanément troublée mais se ressaisit. En rentrant, je l'ai testé. Tes amis semblent enthousiastes pour l'année prochaine. Oui, tout le monde pense à la suite. Et toi? C'est quoi la suite? Un moment de silence. J'ai réfléchi à quelques opportunités de recherche. Rien de définitif. Quel genre d'opportunités? Juste quelques bourses. En Amérique du Nord surtout. Très sélectif. Probablement rien. Tu voudrais aller au Canada. Si la bonne opportunité se présentait, ce serait incroyable pour ma carrière, mais ce n'est pas quelque chose dont il faut s'inquiéter maintenant. Décontractée, comme si elle envisageait d'essayer un nouveau restaurant, pas de déménager potentiellement sur un autre continent. Je voulais insister. Quelque chose m'a arrêté. La peur de ce que je trouverais. L'espoir d'avoir mal compris. La cobardie. Mars 2024. Mardi matin. Nathalie était restée dormir, faisant la grasse matinée. Je travaillais à domicile. Son sac était ouvert sur la chaise, une grande enveloppe avec un en-tête de l'école polytechnique était visible. Je suis resté là, hésitant entre le respect de la vie privée et l'autopréservation. Mais je savais que quelque chose n'allait pas depuis décembre. C'était juste la confirmation. Je l'ai sorti. J'ai lu. Chère mademoiselle Kemp, félicitations pour avoir été sélectionnée pour la bourse d'excellence en durabilité urbaine et adaptation climatique, Montréal, Canada. La bourse débutera le 1er septembre 2024 et se poursuivra jusqu'au 31 août 2026. Veuillez confirmer votre acceptation avant le 15 avril 2024. 8 mars, 2 semaines plus tôt. Les mains tremblantes. 2 ans à Montréal, dans 6 mois. Elle le savait depuis 2 semaines. Pire encore, j'ai vérifié le dossier. Des impressions de mai sur la logistique, des annonces d'appartements à Montréal, un calendrier, une demande de visa, un appartement à sous-louer, informer le conseiller du programme, et cette note accablante, conversation avec Olivier, objectif, juin. Juin, 3 mois de préavis avant 2 ans à l'étranger. Un brouillon de mail à son propriétaire concernant la sous-location au 1er septembre. J'ai tout photographié. J'ai tout remis exactement comme je l'avais trouvé. Je me suis aspergé le visage d'eau dans la salle de bain, fixant un étranger dans le miroir. Quand Nathalie s'est réveillée, elle était de bonne humeur. Bonjour, mon cœur. On déjeune quelque part? Bien sûr, ma voix paraissait normale. Place de la Bastille. Elle a parlé de sa thèse, d'une conférence, de peut-être se couper les cheveux. J'écoutais, j'acquiesçais, je répondais. Elle n'avait aucune idée que tout avait changé, que je savais, que j'étais déjà en train de planifier. Cet après-midi-là, j'ai appelé Jérémy. Il faut qu'on parle. Café, quartier latin. Je lui ai montré les photos. Mon Dieu, je suis désolé, mon pote. La date limite d'acceptation est dans 3 semaines. Elle prévoit de me le dire en juin. Juin, juillet, août pour faire la transition avant septembre. Tu dois la confronter. Non. Quoi? Si je la confronte maintenant, elle aura des explications. Elle va pleurer, s'excuser, promettre que nous pouvons faire en sorte que ça marche, et peut-être que je la croirai parce que j'ai envie de la croire. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Exactement ce qu'elle fait. Prendre mes distances, me protéger, arrêter d'investir dans une relation avec une date d'expiration qu'elle a déjà marquée. Jérémy resta silencieux. C'est assez froid. Elle prévoit de me quitter depuis 18 mois. Elle a postulé alors que nous étions censés construire un avenir. Elle a documenté sa stratégie de sortie, sauf la partie concernant l'honnêteté. Je ne pense pas être celui qui est froid. Il ne put rien répliquer. Au cours des semaines suivantes, j'ai commencé un retrait stratégique, j'ai cessé d'initier des conversations sur l'avenir, je répondais de manière vague. On verra. En imitant son langage, j'ai réduit les messages, j'ai arrêté de partager des choses amusantes. Elle l'a remarqué. Tu es bien silencieux ces derniers temps. Ah bon? Est-ce que tout va bien? Le travail va bien. Alors qu'est-ce qu'il y a? Rien. Juste beaucoup de travail. Elle parut inquiète mais n'insista pas.
En avril, j'ai commencé à décliner des invitations, sa conférence académique, urgence au bureau, un dîner avec ses amis, trop fatigué. Chaque absence était calculée. Mais ce n'était pas seulement une stratégie. Une fois que vous savez que quelqu'un vous ment depuis 18 mois, une fois que vous savez qu'il prévoit de partir tout en vous laissant croire à un avenir, quelque chose se brise. Fin avril, chez elle, elle a préparé le dîner. J'étais sur le canapé, n'écoutant que d'une oreille, son téléphone posé sur la table. Elle est allée aux toilettes. Je n'avais jamais fouillé dans son téléphone auparavant, mais elle avait franchi tant de limites. Déverrouillé. Rien à cacher, disait-elle toujours. Une discussion avec Rachel. As-tu déjà parlé de Montréal à Olivier? Pas encore. Je dois trouver le bon moment. Tu ne peux plus attendre longtemps. Tu pars dans 6 mois. Je sais. J'essaie de minimiser les dégâts. Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenir les choses stables jusqu'à ce que j'ai tout finalisé, puis avoir la conversation. Ça semble un peu cruel, Nat. C'est pratique. Quel est l'intérêt de se disputer pendant des mois? De cette façon, nous avons encore quelques bons mois, puis une rupture nette. J'ai pris des captures d'écran, entendu la porte de la salle de bain, et remis le téléphone exactement où il était. Tout va bien, demanda-t-elle. Très bien. Je vérifiais juste mes emails professionnels. Mais, minimiser les dégâts, continuer de raisonner. Voilà ce que j'étais, un dégât à gérer. Cette nuit-là, j'ai décidé que si elle voulait de la stabilité jusqu'à son départ, je lui donnerais le contraire. Je montrerais clairement que j'étais déjà parti émotionnellement. En juin, quand elle prévoirait sa conversation, je serais si distant que cela n'aurait plus d'importance. En mai, mon entreprise m'a proposé une promotion. Ingénieur principal, nouveau projet, augmentation de salaire importante, tout ce pour quoi j'avais travaillé. Normalement, Nathalie aurait été la première informée. J'ai accepté sans lui dire. Elle l'a découvert par accident 2 semaines plus tard. Mon ordinateur était ouvert. L'email de félicitations était visible. Olivier, tu as été promu. Quand comptais-tu me le dire? Oh, oui. Il y a quelques semaines. Quelques semaines? Pourquoi n'as-tu rien dit? J'ai haussé les épaules. Juste des trucs de boulot. Ce n'est pas grand-chose. Pas grand-chose? C'est énorme. C'est un travail. Les emplois vont et viennent. Elle me regardait comme si j'étais un étranger. Qu'est-ce qui t'arrive? Il ne m'arrive rien. Tu es tellement distant. Tu ne partages plus rien. Tu ne t'intéresses pas à ma vie. Tu réponds à peine. Ça ne te ressemble pas. Peut-être que tu ne me connais pas aussi bien que tu le penses. Silence. Elle se retira, réfléchissant. Je me demandais si elle soupçonnait que je savais, si elle se sentait coupable. Pas assez coupable pour me dire la vérité. Juin. Mariage à Deauville, en Normandie. Le mariage d'un ami dans un manoir où nous avions confirmé notre présence des mois auparavant. À ce stade, les relations étaient visiblement tendues. Le trajet en voiture le vendredi après-midi fut un silence oppressant. Elle tentait de lancer des conversations, je donnais des réponses minimales. Dîner de répétition. Les gens remarquaient que je ne la touchais pas, que nous aurions pu être des inconnus. Les prochains, c'est vous, n'est-ce pas? Nous nous concentrons sur d'autres priorités, dis-je. Nathalie rougit d'embarras. Cérémonie du samedi. Des vœux magnifiques et émouvants sur l'engagement. Nathalie pleura. Je ne pouvais pas dire si elle était émue ou bouleversée par notre situation. Réception. Quelqu'un a demandé depuis combien de temps nous étions ensemble. 4 ans. Vous devez penser à l'étape suivante. Avant que Nathalie ne puisse répondre, je dis, nous voyons comment les choses évoluent. Surprise maladroite. Oh, eh bien, rien ne presse. Un ami m'a pris à part. Est-ce que tout va bien entre vous deux? Pourquoi poses-tu la question? Parce qu'on a l'impression que vous pouvez à peine vous supporter. Nous allons bien. Vous n'allez visiblement pas bien. Trajet de retour le dimanche. Première heure silencieuse. Puis, essaies-tu de me punir pour quelque chose? Non.
Alors qu'est-ce que c'est? Cette froideur? Je suis réaliste sur notre situation. Et quelle est-elle? Dis-le-moi. Tu sembles avoir tous tes plans bien ficelés. Elle pâlit. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien. Laisse tomber. Nous n'avons pas prononcé un mot pour le reste du trajet. Juillet. La panique de Nathalie était évidente. Plusieurs tentatives de conversation sérieuse. Je me dérobais, donnais des non-réponses. Elle me demandait ce que je voulais. Je lui demandais la même chose. Aucun ne répondait. Elle m'invita à dîner. Un repas élaboré, essayant de recréer l'ancien nous. On ne peut pas revenir en arrière quand les choses se brisent. J'ai l'impression de te perdre. Ah bon? Je ne sais pas. Est-ce que c'est le cas? C'est une question à laquelle tu dois répondre. Elle pleura. Pourquoi es-tu comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai failli lui dire, j'ai failli tout déballer, mais je voulais voir si elle me le dirait d'abord. Être honnête sans y être forcé. Elle ne le fit pas. Début août, un barbecue chez Amanda à Montmartre. Amanda est ma collègue. Elle a remarqué immédiatement. Ça va entre vous deux? Pas vraiment. Tu veux en parler? Pas encore. Merci de demander. Au barbecue, les gens discutaient des plans pour la rentrée. Quelqu'un a interrogé Nathalie sur sa thèse. En fait, il y a du changement. J'aurai bientôt des nouvelles. De bonnes nouvelles? Je pense que oui. Oui. Tout le monde me regarda avec attente. Je dis simplement, félicitations, et bus une gorgée de ma bière. Le groupe perçut l'étrangeté de la situation. Je suis parti tôt, sans proposer à Nathalie de la ramener. Cette nuit-là, elle m'envoya un message. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Comme quoi? Ça. Quoi que ce soit. Il faut qu'on parle. D'accord. Je peux venir demain. Si tu veux. Veux-tu que je vienne? C'est comme tu veux. Elle ne vint pas, ni le lendemain soir. Rendez-vous reporté 3 fois au cours de la semaine suivante. Des excuses différentes. Je n'ai pas insisté, j'ai juste attendu. Finalement, le samedi 7 septembre, en soirée. Elle s'est présentée sans prévenir. 20 heures. J'ai ouvert la porte et je l'ai trouvée là, l'air nerveuse et déterminée à la fois. Je peux entrer? Bien sûr. Elle entra et remarqua immédiatement les changements. J'avais commencé à emballer lentement mes affaires, à organiser les choses, à faire du tri, rendant l'appartement moins chaleureux, comme un lieu de passage. Des cartons étaient visibles dans un coin du salon. Tu déménages? Demanda-t-elle. Je réorganise. Elle s'assit sur le canapé. Je restai debout, maintenant une distance physique entre nous. Ce vieil instinct stratégique. Je ne sais pas comment commencer, dit-elle. Dis simplement ce que tu es venu dire. Ce n'est pas si simple. Ça ne l'est jamais. Elle leva les yeux vers moi, et des larmes commençaient déjà à perler. J'ai l'impression de te perdre. Le moment est intéressant pour ce sentiment. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu n'es pas en train de perdre quelque chose à quoi tu te cramponnais. Elle encaissa le coup, l'air blessé. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Nous allions bien, et puis soudainement tu t'es retiré. Allions-nous vraiment bien? Je pensais que oui. Tu pensais que oui, répétai-je. Oui. Et puis tu as changé. Tu as arrêté de faire des efforts. Tu as arrêté de t'en soucier. Quand est-ce que c'est arrivé, exactement? Quand est-ce que j'ai arrêté de faire des efforts? Elle avait l'air frustrée. Je ne sais pas. C'est ce que je te demande. Et c'était là. Le moment, l'instant précis vers lequel je tendais depuis 6 mois. Quand as-tu commencé à prendre tes distances? Demanda-t-elle, la voix brisée. Je la regardai calmement. Je laissai le silence s'étirer un instant, puis je dis, quand j'ai réalisé que tu ne resterais pas. Son visage changea. C'était comme regarder quelque chose s'effondrer de l'intérieur. Les mots portèrent, et elle comprit. Elle comprit vraiment que je savais. Quoi?
Ce ne fut qu'un murmure. Tu m'as très bien entendu. Je ne. De quoi parles-tu? Montréal. Elle devint complètement blanche. Ses mains se mirent à trembler. Comment as-tu? 8 mars. Mardi matin. Tu as laissé ton sac ouvert. La lettre était visible. Félicitations, au fait. Bourse d'excellence de 2 ans en durabilité urbaine et adaptation climatique. Ça commence dans une semaine. Elle ne pouvait plus parler, elle me fixait avec horreur. J'ai eu 6 mois pour y réfléchir, continuai-je, la voix calme et maîtrisée. 6 mois pour comprendre ce que je voyais. 6 mois pour me préparer à ce moment. Olivier, j'allais te le dire. Quand? Sur le chemin de l'aéroport? Ce n'est pas juste. Juste? J'allais vers l'endroit où j'avais laissé mon téléphone et je le pris. J'affichais les photos que j'avais sauvegardées. Je trouve ces messages avec Rachel intéressants. Laisse-moi en lire un, maintenir les choses stables jusqu'à ce que j'ai tout finalisé. Puis avoir la conversation. C'était ça ton plan, n'est-ce pas? Me garder dans le confort et l'ignorance jusqu'à ce que tu sois prête à partir. Elle se leva, paniquée. Tu as fouillé mon téléphone? Tu prévoyais de me quitter tout en prétendant que nous avions un avenir. Je pense que c'est une violation bien plus grave que de vérifier tes messages. Je lui montrai les captures d'écran, les conversations par message, les photos de la lettre de bourse, les annonces d'appartements à Montréal. Tout y était. C'était privé, dit-elle faiblement. Tes plans l'étaient aussi, apparemment. Elle pleurait à chaudes larmes maintenant. Je ne savais pas comment te le dire. Je ne voulais pas te faire de mal. Alors ta solution était de mentir pendant 18 mois? De me laisser croire que nous construisions quelque chose alors que tu planifiais ta sortie? Ce n'était pas comme ça. Alors c'était comment? Explique-moi. Elle ne put répondre. Elle restait là, les larmes coulant sur son visage, incapable de défendre l'indéfendable. Je continuai. Je sais que tu as postulé pour la bourse en mars 2023. Nous étions ensemble depuis 2 ans et demi. Tu prévoyais déjà de partir avant que nous ne parlions de chercher des maisons, avant que nous ne passions Noël avec ma famille. Avant n'importe lequel de ces moments que je pensais importants. Ces moments étaient importants, insista-t-elle. Ah bon? Parce que selon ton journal intime de septembre, cette relation a une date d'expiration. Selon tes messages, je suis un dégât à minimiser. Selon ton calendrier, je devais être informé en juin, ce qui me laissait exactement 3 mois de préavis avant que tu ne partes pour 2 ans. Son visage se décomposa. Tu as lu mon journal? Oui. Et tu sais quoi? Je suis content de l'avoir fait parce qu'il m'a dit la vérité que tu étais trop lâche pour me dire en face. Tu veux Montréal plus que tu ne me veux moi. Tu le veux depuis plus d'1 an. Tu me vois comme quelque chose de temporaire, comme le Parisien, comme l'option stable et ennuyeuse avec laquelle tu es coincé jusqu'à ce que tu puisses t'échapper vers ta vie européenne excitante. Ce n'est pas ce que je pense de toi. C'est exactement ce que tu penses de moi. Tu l'as largement documenté. Elle se laissa retomber sur le canapé, sanglotant. Et alors? Tu m'as puni pendant des mois. Non, je me suis protégé. Il y a une différence. En m'excluant? En faisant exactement ce que tu prévoyais de me faire. Sauf que je l'ai fait en premier. C'est cruel. Cruel? Je sentais la colère monter, brisant le contrôle froid que j'avais maintenu. Tu m'as laissé croire que nous avions un avenir. Tu m'as laissé faire des projets en fonction de toi. Tu m'as laissé penser que je comptais pour toi, tout en préparant secrètement ton départ. Et tu oses me parler de cruauté? Elle ne put pas répondre. Elle continua simplement de pleurer. Quand comptais-tu me le dire, demandai-je à nouveau. Précisément. Je ne sais pas. J'essayais de trouver le bon moment. Juin. D'après tes messages, c'était juin. Lui donner le temps de digérer avant que je ne parte. Tu allais me donner 3 mois de préavis pour me dire que notre relation de 4 ans était terminée? Je voulais attendre que tout soit certain. C'était certain depuis mars. Tu as eu 6 mois de certitude. Ce que tu voulais, c'était contrôler le récit et le moment. Décider exactement comment et quand je l'apprendrais,
me gérer comme un projet avec une date d'échéance. Elle leva les yeux vers moi, le désespoir visible sur son visage. On pourrait encore faire en sorte que ça marche. À distance. Ou peut-être que tu pourrais. Pourrais quoi? Déménager à Montréal? Tout plaquer et te suivre? Peut-être, si tu le voulais. Est-ce que tu voulais que je le fasse? Elle ne put répondre. Le silence suffisait. C'est ce que je pensais, dis-je. Tu ne voulais pas que je vienne. Tu voulais une rupture nette. Tu voulais ta nouvelle vie trépidante sans moi. Tu voulais juste contrôler le moment de la rupture. Ce n'est pas si simple. C'est exactement aussi simple que ça. Tu as choisi Montréal. Tu as choisi ta carrière. Et c'est très bien. Ce sont des choix valables. Mais tu les as faits tout en me mentant pendant 18 mois. C'est la partie qu'on ne peut pas pardonner. Elle se leva, essaya de s'approcher de moi. Je reculai. Ne fais pas ça. Olivier, s'il te plaît. Je t'aime vraiment. Je crois que tu m'aimes, à ta façon. Mais tu aimes Montréal davantage. Tu aimes la vie que tu y prépares davantage. Et tu sais quoi? C'est d'accord. Je ne suis même pas en colère pour cette partie-là. Ce qui me met en colère, c'est la tromperie, le mensonge calculé, le mépris total pour mon droit de savoir ce qui se passait dans ma propre relation. J'allais te le dire. Tu allais me le dire quand ça t'arrangerait, quand tu aurais sécurisé tout ce dont tu avais besoin, quand tu aurais tout organisé et que tu pourrais me le présenter comme un fait accompli. Tu n'allais jamais me donner un vrai choix ou une vraie conversation. Elle sanglotait ouvertement maintenant. Je ne sais pas quoi dire. Il n'y a rien à dire. Tu as pris ta décision il y a 18 mois. J'ai juste vécu dans les décombres, en attendant de découvrir la vérité. Alors c'est fini? C'est terminé? C'est fini depuis le 8 mars. Tu ne me l'avais juste pas dit. Elle tenta une dernière approche. Et si je restais? Et si je refusais la bourse? Je la regardais attentivement. Le ferais-tu? Le silence avant sa réponse me dit tout. Je ne sais pas. C'est tout ce pourquoi j'ai travaillé. Je le sais. Et je ne te demande pas d'y renoncer. Je te demande juste d'être honnête. Tu ne veux pas rester. Tu veux partir. Tu en as envie depuis 18 mois. Alors pars. Comme ça? Comme ça. Elle restait là, l'air égaré. Pouvons-nous au moins rester amis? Un jour? Peut-être. Pas maintenant. Quand? Je ne sais pas. Quand ça ne fera plus mal. Quand je pourrai penser à toi sans avoir l'impression d'avoir gâché 4 ans avec quelqu'un qui prévoyait déjà de partir. Elle tressaillit à ces mots. Tu n'as rien gâché. Ah bon? Tu as passé 18 mois à me mentir, à me laisser m'investir dans un avenir que tu savais impossible. À me garder pour ton confort tout en planifiant ton évasion. Ça ressemble à du gâchis pour moi. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Mais tu l'as fait. Tu m'as fait du mal au moment où tu as postulé pour cette bourse sans me le dire. Tu m'as fait du mal chaque jour où tu as prétendu que nous avions un avenir. Tu m'as fait du mal chaque fois que tu as éludé mes questions sur l'année prochaine. Tu m'as fait du mal continuellement pendant 18 mois. Le fait que ce ne soit pas intentionnel ne rend pas la douleur moins vive. Elle pleurait si fort maintenant qu'elle pouvait à peine respirer. Mais je ne ressentais rien. Ou plutôt, je ressentais trop de choses, enfouies sous 6 mois de distance stratégique et de froideur calculée, sous la colère, la blessure et la trahison. Je devrais y aller, finit-elle par dire. Oui, tu devrais. Elle se dirigea vers la porte, marqua un temps d'arrêt, la main sur la poignée. Je pars jeudi. La bourse commence lundi. Bon vol. Elle me regarda une dernière fois. Je t'ai vraiment aimé. Au passé. J'ai noté cela. C'est honnête, au moins. Elle partit. La porte se referma derrière elle. Je restai dans mon salon à regarder la tache de vin sur ma table basse et je ne ressentis absolument rien. C'était ça, le retrait émotionnel stratégique. Au moment où la fin réelle arrivait, il n'y avait plus rien à pleurer. Les jours suivants furent calmes. Je n'eus pas de nouvelles de Nathalie. Jeudi,
je savais qu'elle s'envolait. Je n'ai pas regardé ses réseaux sociaux ni interrogé nos amis communs. Je suis juste allé travailler, je suis rentré, j'ai vécu ma vie. Jérémy a appelé ce week-end-là. Comment ça va? Bien. Vraiment? Vraiment. C'est fini. Je suis soulagé plus qu'autre chose. Je suis fier de toi, mon pote. Il a fallu du courage pour gérer ça comme tu l'as fait. Vraiment? Je ne suis pas sûr que ce que j'ai fait était juste. Tu t'es protégé après qu'elle a passé 18 mois à te mentir. Ce n'est pas seulement juste. C'est nécessaire. Peut-être qu'il avait raison. Mais dans les moments de silence, je me demandais, est-ce que je m'étais protégé ou est-ce que je l'avais puni? Avais-je été stratégique ou simplement cruel? La limite semblait floue. En octobre, je commençais à m'installer dans ma nouvelle réalité. La promotion m'occupait beaucoup. Je me suis jeté à corps perdu dans le travail, dans le projet de systèmes autonomes que je dirigeais. Je trouvais de la satisfaction dans des problèmes que je pouvais résoudre avec de la logique et du code plutôt qu'avec des émotions. J'ai commencé une thérapie. Je me suis dit que je devrais probablement digérer tout cela avec quelqu'un de qualifié. Ma thérapeute, la docteure Martineau, m'a aidé de manières inattendues. Vous êtes en colère, observa-t-elle lors de notre 3e séance. Non, je ne le suis pas. Vous êtes très en colère, et c'est normal. Vous avez le droit de l'être. Je ne suis pas en colère. Je suis juste déçu. Les deux peuvent coexister. Elle avait raison. Bien sûr, j'étais furieux, pas seulement contre Nathalie, mais contre moi-même pour ne pas l'avoir vue plus tôt, pour tous les signes que j'ai ignorés, pour l'avoir laissé contrôler le récit pendant si longtemps avant de finalement reprendre le contrôle. Regrettez-vous la façon dont vous avez géré la situation? Demanda la docteure Martineau. Je ne sais pas. Parfois. Que regrettez-vous? D'être devenu quelqu'un de froid et de calculateur. D'avoir joué à des jeux au lieu de la confronter immédiatement. D'avoir laissé traîner ça pendant 6 mois. Pourquoi avez-vous fait cela? J'ai eu du mal à l'articuler. Parce que si je l'avais confrontée tout de suite, elle aurait eu des explications. Elle aurait pleuré et se serait excusée et aurait dit qu'elle prévoyait de me le dire, et peut-être que je l'aurais cru. Peut-être que j'aurais accepté d'essayer la distance ou de l'attendre. Et alors je serais assis ici à attendre quelqu'un qui n'allait jamais revenir. Donc vous vous protégiez. Ou je la punissais. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une différence. Il y a une différence. La protection concerne l'autopréservation. La punition concerne l'infliction de douleur. Laquelle des deux faisiez-vous? J'y ai réfléchi longtemps. Les deux, peut-être. C'est honnête, dit-elle. En novembre, je me sentais différent. Plus léger, comme si j'avais porté quelque chose de lourd pendant si longtemps que j'avais oublié ce que cela faisait de le poser. J'ai commencé à avoir des rendez-vous sans lendemain, rien de sérieux, juste pour me rappeler ce que cela faisait de se connecter avec des gens qui ne portaient pas 18 mois de tromperie. J'ai croisé Rachel, l'amie de Nathalie, dans un café du quartier latin un après-midi. Elle semblait mal à l'aise de me voir. « Salut, Olivier. »« Salut. » Pause gênée. Puis, je suis désolé pour tout. J'aurais dû te le dire. Ce n'était pas à toi de me le dire. Quand même, je savais ce qu'elle faisait. Je savais que c'était mal. Pourquoi ne lui as-tu rien dit? Rachel regarda son café. Je l'ai fait, plusieurs fois. Elle était convaincue qu'elle faisait ce qu'il fallait. Attendre que tout soit certain, ne pas vouloir causer de stress inutile. Elle croyait vraiment qu'elle était prévenante. Prévenante, répétai-je, en goûtant le mot. C'est une façon de décrire une tromperie systématique. Je sais. Je sais que c'était mal. Pour ce que ça vaut, je pense qu'elle le sait maintenant, elle aussi. Comment va-t-elle? Elle. Montréal est génial pour sa carrière. La bourse est exactement ce qu'elle espérait. Mais elle est assez misérable par ailleurs. Je n'aurais pas dû demander, mais je l'ai fait. Pourquoi? Parce qu'elle te manque. Parce qu'elle réalise ce qu'elle a perdu. Parce qu'elle est aussi en thérapie, pour comprendre pourquoi elle a géré les choses de cette façon. Je ne sus que dire. Elle voulait que je te dise qu'elle est désolée, continua Rachel.
Elle sait que tu n'es probablement pas prêt à entendre parler d'elle directement, mais elle veut que tu saches qu'elle comprend ce qu'elle a fait de mal. Qu'elle n'essaie pas de se chercher des excuses. D'accord. C'est tout? Juste d'accord? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Que je lui pardonne? Que je comprends? Ce n'est pas le cas. Peut-être qu'un jour je le ferai, mais pas maintenant. Rachel acquiesça. C'est juste. Nous nous sommes séparés. J'ai pensé à cette conversation pendant des jours. J'ai pensé à Nathalie à Montréal, probablement en train de s'épanouir professionnellement tout en luttant personnellement. J'ai pensé à si je devais en ressentir de la satisfaction ou simplement de la tristesse. Surtout, je me sentais triste. Fin novembre, j'ai reçu un email d'elle. Objet, je suis désolé. Je l'ai fixé longtemps avant de l'ouvrir. Cher Olivier. Je sais que tu n'es probablement pas prêt à avoir de mes nouvelles. Peut-être ne le seras-tu jamais, mais j'avais besoin d'écrire ceci quand même. Tu avais raison sur tout. J'ai été une lâche. Je t'ai menti pendant 18 mois parce que j'avais trop peur d'avoir une conversation difficile. Je me suis convaincu que j'étais gentille, que je te protégeais d'un stress inutile. La vérité est que je me protégeais moi-même de ta réaction, du fait de devoir affronter ce que je faisais, de la culpabilité. Montréal est tout ce que j'espérais professionnellement. Le travail est incroyable. La ville est magnifique. Cette bourse est exactement ce dont j'avais besoin pour ma carrière. Mais rien de tout cela n'excuse la façon dont je t'ai traité. Je suis en thérapie maintenant, j'essaie de comprendre pourquoi j'ai agi ainsi. Pourquoi j'ai pensé que la tromperie était préférable à l'honnêteté. Pourquoi j'ai privilégié mon confort au détriment de ton droit de connaître la vérité. Je n'ai pas encore de bonne réponse. Ce que je sais, c'est que je t'ai aimé. Je t'aime toujours, à ma façon. Mais j'aimais davantage mes ambitions professionnelles. Et je n'ai pas été assez courageuse pour l'admettre devant toi ou devant moi-même. Tu méritais bien mieux que ce que je t'ai donné. Tu méritais de l'honnêteté, du respect et une vraie conversation sur notre avenir. Tu méritais une partenaire prête à affronter les discussions difficiles au lieu de se cacher derrière des calendriers et des stratégies. Je ne demande pas de pardon. Je ne demande rien. Je voulais juste que tu saches que je comprends ce que j'ai fait de mal, que je le vois clairement maintenant, et que je suis désolé. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu as trouvé le bonheur. J'espère qu'un jour nous pourrons reparler, même si ce n'est qu'en tant qu'anciens amis qui ont un jour compté l'un pour l'autre. Mais je comprendrai si cela n'arrive jamais. Prends soin de toi, Olivier. Tu as toujours mérité quelqu'un qui te choisirait chaque jour. Je suis désolé de ne pas avoir été cette personne. Nathalie. J'ai lu l'email 3 fois. Puis j'ai fermé mon ordinateur et je suis resté assis dans mon appartement, pensif. Elle avait raison sur tout. Elle avait été lâche. Elle avait privilégié son propre confort au détriment de mon droit de savoir la vérité. Elle avait eu tort. Mais j'avais eu tort aussi. Pas tort de me protéger, mais tort dans la manière de le faire. Tort d'avoir laissé cela devenir un jeu. Tort d'avoir pris du plaisir à voir sa panique et sa confusion. Tort d'être devenu froid et calculateur au lieu d'être simplement honnête sur ce que je savais. Nous avions tous les deux échoué, de manière différente. 3 jours plus tard, j'ai répondu à son message. Nathalie. Merci pour ton honnêteté. Cela signifie quelque chose, même si cela arrive trop tard pour changer quoi que ce soit. Tu as raison de dire que tu as été lâche. Tu as raison de dire que tu as menti et que tu as privilégié ton confort au détriment de mon droit de savoir la vérité. Je suis content que tu le comprennes enfin. Mais je dois être honnête moi aussi. Quand j'ai découvert pour Montréal, j'ai fait un choix. J'ai choisi de ne pas te confronter immédiatement. J'ai choisi de prendre mes distances stratégiquement. J'ai choisi de te laisser paniquer et te demander ce qui se passait. C'était calculé. C'était froid. Et si une partie était de l'autoprotection, une autre était de la punition. Je n'en suis pas fier. J'aurais dû te confronter dès que j'ai trouvé la lettre. J'aurais dû te donner la chance de t'expliquer, même si cela n'aurait pas changé l'issue finale. Au lieu de cela, j'en ai fait un jeu. Je t'ai fait souffrir comme tu m'avais fait souffrir, sauf que je l'ai fait délibérément alors que tu l'as fait par lâcheté. Peut-être n'y a-t-il pas de différence morale.
Peut-être nous sommes-nous tous les deux blessés à notre façon. Je ne sais pas si je te pardonne. Je ne sais pas si je le ferai un jour. Ce que je sais, c'est que je te comprends mieux maintenant. Je comprends pourquoi tu as fait ces choix, même si je ne les approuve pas. Je comprends que tu avais peur de ma réaction, peur de moi de conversations difficiles, peur de perdre le confort que nous avions pendant que tu préparais ton départ. Je le comprends. J'aurais juste aimé que tu sois assez courageuse pour le faire quand même. Je vais bien, mieux que bien, en fait. La promotion se passe bien. Je construis une vie qui me semble authentique. J'apprends ce que je veux chez une partenaire, et cela commence par l'honnêteté. Pas une honnêteté parfaite, je sais que les relations demandent une part de gentillesse et de tact, mais une honnêteté fondamentale sur les choses importantes, sur les projets d'avenir, les sentiments et les intentions. J'avais besoin de cela de ta part, et tu n'as pas pu me le donner. Peut-être qu'un jour nous pourrons être amis. Peut-être que dans des années, nous prendrons un café quand tu seras de passage à Paris et que nous rirons de notre bêtise à 20 ans. Peut-être que nous ne nous reparlerons plus jamais. Je ne connais pas la réponse. Ce que je sais, c'est que j'ai besoin de plus de temps. Du temps pour digérer. Du temps pour guérir. Du temps pour devenir quelqu'un qui peut penser à toi sans se sentir trahi. Je n'en suis pas encore là. Prends soin de toi, Nathalie. J'espère que Montréal t'apporte tout ce que tu voulais. Vraiment. Mais la prochaine fois, aie le courage d'être honnête avec les gens que tu aimes. Ils méritent au moins ça. Olivier. J'ai envoyé le message avant de pouvoir hésiter. Puis j'ai fermé ma boîte email et je n'ai pas attendu de réponse. Elle n'a pas répondu de toute façon. Cela fait maintenant 3 mois depuis cette nuit de septembre. 3 mois depuis que la tache de vin sur ma table basse a marqué le moment où tout s'est arrêté. Je ne l'ai toujours pas nettoyé correctement. Peut-être que je le ferai un jour. Peut-être que je la garderai comme un rappel. Les gens me demandent parfois comment je vais, si je regrette la façon dont ça s'est fini, si elle me manque. Les réponses sont complexes. Je vais bien, mieux que je ne l'espérais. La colère s'est estompée pour devenir autre chose. Pas tout à fait du pardon, mais de l'acceptation. Elle a fait ses choix. J'ai fait les miens. Nous nous sommes blessés mutuellement dans le processus. Est-ce que je regrette la fin? Parfois. Je regrette d'être devenu quelqu'un de froid et de stratégique. Je regrette les jeux. Je regrette de ne pas avoir été honnête dès le début sur ce que je savais. Mais je ne regrette pas de m'être protégé. Je ne regrette pas d'avoir pris mes distances avant qu'elle ne me rejette. Je ne regrette pas d'avoir pensé à moi lorsqu'il est devenu évident qu'elle avait déjà pensé à elle. Est-ce qu'elle me manque? La personne que je pensais qu'elle était me manque. La version d'elle qui existait avant que je sache pour Montréal, avant que je lise son journal et voie ses calculs, me manque. Croire en nous me manque. Mais la vraie Nathalie ne me manque pas, celle qui a pu planifier un départ pendant 18 mois en prétendant que nous avions un avenir. Celle qui a documenté mes défauts pour justifier son départ. Celle qui a pu me voir comme un dégât à minimiser plutôt que comme un partenaire à respecter. Cette personne-là, je suis content d'en être loin. Ce que j'ai appris de tout cela, c'est que l'amour ne suffit pas. La confiance ne suffit pas. Il faut de l'honnêteté. Il faut quelqu'un qui affronte les discussions difficiles au lieu de se cacher derrière des stratégies. Il faut quelqu'un qui vous choisit clairement, qui ne joue pas sur plusieurs tableaux en planifiant sa fuite. Nathalie n'en était pas capable. Peut-être qu'elle le sera un jour, après davantage de thérapie et d'expérience, mais elle n'en était pas capable avec moi. Et je n'ai pas été capable d'être direct quand j'ai découvert la vérité. J'ai laissé cela devenir un jeu d'asymétrie d'information et de retrait stratégique. Je me suis laissé devenir quelqu'un de calculateur au lieu d'être simplement honnête sur ma découverte. Nous avons tous les deux échoué, juste différemment. Parfois, tard dans la nuit, je me demande ce qui se serait passé si elle avait été honnête dès le début. Si elle était venue me voir en mars 2023 pour me dire « Je postule pour cette bourse à Montréal ». C'est peu probable, mais si je l'obtiens, je devrais décider d'y aller ou non. Je veux que tu saches que je l'envisage. Aurions-nous survécu? L'aurais-je soutenu? M'aurait-elle demandé de venir avec elle? Je ne le saurai jamais. Elle ne nous a pas donné cette chance. Ce que je sais,
c'est que la tache de vin est toujours là sur ma table basse. Une marque permanente du moment où prétendre que tout allait bien est devenu impossible. Quand 18 mois de tromperie ont enfin éclaté au grand jour. Quand nous avons dû faire face à ce que nous étions devenus l'un pour l'autre. Un jour, je poncerai cette table. Un jour, la tâche n'aura plus d'importance. Mais pas encore. Pour l'instant, c'est un rappel de ce qui arrive quand on choisit le confort plutôt que l'honnêteté. Quand on choisit la stratégie plutôt que la transparence. Quand on pense tellement à soi qu'on oublie que l'autre personne mérite aussi d'avoir le choix. Nathalie est à Montréal maintenant, en train de bâtir son impressionnante carrière internationale. Je suis à Paris, en train de bâtir une vie qui me semble authentique. Nous sommes tous les deux là où nous sommes censés être. Nous n'y sommes juste pas ensemble. Et c'est peut-être cela, la vraie leçon. Parfois, les gens s'éloignent. Parfois, les carrières vous tirent dans des directions opposées. Parfois, vos désirs changent. Tout cela est naturel et normal. Ce qui ne l'est pas, c'est le mensonge. Les 18 mois de tromperie, la gestion méticuleuse de la réalité d'autrui pour servir son propre calendrier. C'est la partie qu'on ne peut pas pardonner. Pas encore. Peut-être jamais. Mais j'y travaille. Je travaille à comprendre, je travaille à laisser partir la colère. Je travaille à devenir quelqu'un qui peut à nouveau faire confiance, qui peut croire à un avenir avec quelqu'un. Cela prend du temps. La guérison prend du temps. Pour l'instant, je suis serein là où j'en suis. Célibataire, concentré sur mon travail, je noue des amitiés, j'apprends ce que je veux et ce que je n'accepterai plus, je deviens quelqu'un qui connaît sa valeur. Et si je suis honnête, c'est plus que suffisant. C'est même plutôt bien. La tâche de vin peut attendre.